Au cœur de New York, où l'ambition est la monnaie courante et où les secrets se chuchotent au fil de milliers de dîners, une jeune serveuse s'apprêtait à faire un choix. Elle aperçut une femme solitaire et élégante, la mère de l'un des milliardaires les plus impitoyables de la ville, assise dans un silence complet, isolée du monde. Alors que tout le monde voyait un problème, la serveuse voyait une personne. D'un simple geste, elle allait combler un fossé silencieux, dévoilant une histoire de trahison, de cœur brisé et d'amour que personne n'avait vu venir. Ce qu'elle fit ensuite ne lui valut pas seulement un pourboire. Cela révéla un sombre secret et changea sa vie à jamais. Restez avec nous pour découvrir la vérité choquante. Le restaurant Ethelgard, niché au 52e étage du Four Seasons à Manhattan, était un endroit où le silence était une denrée rare. C'était le bourdonnement discret d'une immense richesse, le tintement étouffé des couverts Christopher contre la porcelaine Bernardo, les négociations feutrées qui pouvaient faire basculer les marchés mondiaux. Pour Emily Petrova, cependant, le silence était tout autre chose. C'était le langage de sa maison, le monde de sa petite sœur Sophie. Emily évoluait dans la symphonie de l'élite avec une grâce qui masquait son épuisement. À 24 ans, elle portait le poids invisible de la responsabilité comme une seconde peau. Son uniforme de serveuse impeccablement amidonné était un costume qu'elle portait pour cacher la réalité de sa vie, un appartement exigu dans le Queens, des factures en retard et l'inquiétude constante pour Sophie, née profondément sourde. Chaque dollar qu'Emily gagnait grâce à ses clients, qui dépensaient plus pour une bouteille de Château Margaux qu'elle ne gagnait dans un mois, était consacré à l'éducation spécialisée et aux besoins médicaux de Sophie. Ce soir-là, le restaurant était en effervescence grâce à la présence d'un titan, Julian Vance. À 35 ans, Julian était le PDG de Vance Global, un empire tentaculaire dans les domaines de la technologie et de l'immobilier dont il avait hérité et qu'il avait impitoyablement développé. C'était un homme sculpté dans le granit et l'ambition, avec des yeux de la couleur d'une mer agitée qui ne manquait rien. On le voyait rarement en public et encore plus rarement avec sa famille. Mais ce soir-là, c'était différent. Il était accompagné de deux associés au visage sévère et de sa mère, Elenana Vance. Elle incarnait l'élégance d'antan dans sa veste en tweed Chanel, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, un collier de perles autour du cou. Mais sa beauté était encadrée par un calme profond, presque tragique. Tandis que les hommes autour d'elle parlaient à voix basse, d'un ton important, le regard d'Elenana se posait sur la fenêtre, donnant sur la tapisserie scintillante de la ville, telle une reine dans un château silencieux. Le directeur du restaurant, M. Davies, était très nerveux et supervisait personnellement la table des ventes. Monsieur Vance, votre commande habituelle? Demanda-t-il d'une voix empreinte de déférence. Julien acquiesça brièvement, sans lever les yeux de son téléphone. Et pour ma mère, dit-il d'un ton presque imperceptiblement plus doux. Le bar sans sel des légumes vapeur. M. Davies se tourna vers Elenana avec un sourire trop éclatant et trop étudié. Il se pencha et parla fort, articulant chaque mot comme s'il s'adressait à un enfant. Madame Vance, souhaitez-vous de l'eau? Elenana ne broncha pas. Elle continua simplement à regarder par la fenêtre, l'expression immuable. Une légère rougeur lui monta au cou. Un signe qu'Emily, experte dans les subtilités du monde des sourds, reconnut instantanément comme la douleur d'être traitée comme invisible et incompétente. Julian serra les mâchoires. Elle ne peut pas vous entendre, Davies. Apportez simplement l'eau. Les mots étaient coupés, froids, empreints de frustration. Il détestait cette partie. La gêne publique, les tentatives bien intentionnées, mais maladroites des autres, qui ne faisaient que souligner l'isolement de sa mère. Depuis qu'une grave maladie lui avait volé son audition il y a 10 ans, leur monde s'était rétréci. Il pouvait lui offrir tout ce que l'argent pouvait acheter, sauf la seule chose qui lui manquait vraiment, une connexion naturelle. Emily observait depuis son poste, le cœur serré par une douleur familière. Elle voyait le silence digne de Sophie et Elenana. Elle voyait les innombrables fois où les enseignants, les commerçants et même les membres de sa famille avaient crié sur sa petite sœur, pensant que le volume pouvait remplacer la compréhension. Elle avait vu le processus lent et douloureux d'une personnalité dynamique se retirer derrière un mur de silence, non pas parce qu'il ne pouvait pas communiquer,
mais parce que le monde ne voulait pas apprendre à le faire. Monsieur Davies s'éloigna, agité. Les deux associés à la table échangèrent un rapide regard gêné avant de se replonger dans une discussion sur une OPA hostile. Julian posa doucement une main sur le bras de sa mère. Elle se tourna vers lui et il se mit à parler, en exagérant les mouvements de ses lèvres. C'était une lecture labiale basique et maladroite, un langage qu'il n'avait jamais complètement maîtrisé. Il essayait de l'inclure, mais l'effort était visible. La connexion était tendue. Emily ressentit une impulsion imprudente, qui, elle le savait, pouvait lui coûter son emploi. Monsieur Davies avait une règle stricte. Ne jamais engager la conversation avec un client à moins qu'il ne vous adresse la parole, surtout un client comme Julian Vance, mais l'image de la solitude d'Elena l'emporta sur sa peur. C'était un risque professionnel, mais un impératif humain. Elle prit d'une profonde inspiration, redressa son tablier et se dirigea vers la table la plus importante de la salle. L'atmosphère autour d'elle semblait chargée, comme une bulle d'une immense pression. Les associés se turent lorsqu'elle s'approcha. Monsieur Davies, qui l'aperçut de l'autre côté de la salle, se figea, les yeux écarquillés d'horreur. Julian Vance leva son regard orageux, se fixant instantanément sur elle. Une question silencieuse mêlée d'agacement se lisait dans ses yeux. « Nous n'avons besoin de rien », dit-il d'une voix basse et dédaigneuse. Le cœur d'Emily battait à toute rompre, mais elle ne le regarda pas. Elle se concentrait entièrement sur la femme silencieuse assise à la table. Elle inclina légèrement la tête en signe de respect, puis leva les mains et les bougea avec une grâce fluide et précise qui lui était aussi naturelle que respirée. « Bonsoir, Madame Vance. » Elle lui adressa un sourire chaleureux et sincère. « Je m'appelle Emily. C'est un honneur de vous avoir parmi nous ce soir. J'espère que la vue vous plaît autant que votre présence embellit cette salle. » Le monde à la table 7 s'arrêta. Les deux associés la regardèrent en bouche bée. Le visage de Julian Vance, qui affichait quelques instants auparavant un masque de puissance maîtrisée, était désormais le portrait même d'un choc pur et sans mélange. Mais la réaction la plus profonde vint d'Elena. Ses yeux, qui étaient distants et voilés, se focalisèrent soudainement. Elle cligna des paupières comme si elle voyait pour la première fois depuis des années. Une vague d'incrédulité, puis d'émerveillement naissant, envahit ses traits. Elle se redressa, laissant derrière elle des années de résignation silencieuse. Lentement, presque avec hésitation, elle leva les mains, ses doigts bougeant avec un léger tremblement, comme si elle retrouvait une habileté perdue depuis longtemps. « Vous parlez la langue de mes mains. » Elle lui répondit par des signes, le visage empreint d'un étonnement à couper le souffle. À cet instant, la serveuse discrète avait bouleversé le monde du milliardaire, non pas avec un grand fracas, mais avec la puissance profonde et bouleversante d'une conversation silencieuse. L'air était lourd et immobile. La symphonie feutrée de Lethal Guard avait cessé, et pendant quelques longues secondes, l'univers semblait tourner autour de la danse silencieuse et éloquente des mains à la table 7. Julian Vance fixait son esprit, luttant pour comprendre la scène. Il avait dépensé une fortune pour les meilleurs aïologistes, les aides auditives les plus avancées et même des tuteurs pour lui-même dans une tentative désespérée et infructueuse d'apprendre la langue des signes américaine. L'ASL. Pourtant, ici, dans son restaurant préféré, une serveuse en uniforme standard communiquait avec sa mère plus efficacement qu'il ne l'avait fait en 10 ans. Emily, très consciente des 4 paires d'yeux fixés sur elle, restait concentrée uniquement sur Elena. Elle ressentait un lien avec la femme plus âgée, une compréhension mutuelle qui transcendait le fossé énorme entre leurs statuts sociaux et économiques. J'ai appris de ma petite sœur Emily Singh avec des mouvements fluides et expressifs. Elle a un sourire aussi beau que le vôtre. Les larmes montèrent aux yeux d'Elena. Ce n'était pas seulement la communication, c'était le contenu. En une seule phrase, Emily l'avait vue non pas comme une femme sourde, ni comme la mère d'un milliardaire, mais comme une personne avec un sourire. Elle lui avait fait un compliment qui avait touché directement son cœur, sans passer par un interprète bien intentionné mais maladroit, ni par une note griffonnée. Les mains d'Elena bougeaient désormais avec plus d'assurance, racontant une histoire. Mon mari a appris la langue des signes pour moi après que je suis tombé malade, mais il est décédé il y a 5 ans. Depuis, tout est si calme. Elle fit un geste vers son fils, le regard empreint d'amour et de tristesse. Julian essaye, mais ses mains sont faites pour bâtir des empires,
pas pour converser. Julien sentit un tourbillon d'émotions complexes l'envahir. Étonnement, culpabilité et une lueur d'espoir inconnu. Il vit le visage de sa mère s'animer et s'éveiller de rage, une manière qu'il n'avait pas vue depuis les funérailles de son père. La tristesse qui l'enveloppait habituellement comme une fine brume s'était dissipée, remplacée par un éclat radieux. Il avait essayé de combler son silence avec des choses telles que l'or, les voyages et le luxe, alors que tout ce dont elle avait besoin, c'était d'une voix. Emily répondit avec une douce empathie. Le silence peut être un endroit solitaire, mais il peut aussi être un jardin où de belles choses peuvent pousser si quelqu'un sait comment s'en occuper. Avant qu'Elalana n'ait le temps de répondre, Julian retrouva enfin sa voix. « Où avez-vous appris à faire cela ?» demanda-t-il, son ton n'étant plus dédaigneux, mais empreint d'une curiosité pressante. Emily se tourna enfin vers lui, son attitude professionnelle reprenant le dessus, même si son cœur battait toujours la chamade. « Ma petite sœur Sophie est née sourde, monsieur. C'est notre langage à la maison, monsieur Davis, qui se tenait désormais à proximité, se tordant les mains, le visage pâle d'inquiétude. Il était certain qu'il était sur le point de perdre le client le plus précieux de la garde des terres. Il ouvrit la bouche pour s'excuser et emmener Emily, mais Julien le fit taire d'un geste sec. « Laissez-la », ordonna-t-il du regard, sans quitter Emily des yeux. Il se tourna ensuite vers ses associés. « Messieurs, je pense que nous en avons terminé pour ce soir. Mon chauffeur vous conduira où vous le souhaitez. Nous conclurons notre discussion demain. » C'était clairement un renvoi. Les hommes, bien que surpris, rassemblèrent leurs affaires et partirent avec une efficacité discrète, sentant le changement radical qui venait de se produire. La table était désormais vide, à l'exception de Julian, Elalana et Emily, qui se tenaient debout, incertaines de son rôle. « Je vous en prie, dit Julian d'une voix plus douce. « Asseyez-vous, dit-il en lui indiquant l'une des chaises vides. « Monsieur, je ne peux pas. Je travaille, balbutia Emily, très consciente de l'expression paniquée de M. Davies dans son champ de vision périphérique. « Ce n'est pas le cas, déclara simplement Julian. « À partir de maintenant, vous êtes mon invité. » Il regarda le gérant terrifié. « Davies, ajoutez 1000 $ de pourboire à ma note pour chaque membre du personnel en service ce soir et envoyez une bouteille de Croc 98 à la table de mon invité. » M. Davies cligna des yeux, stupéfait par l'audace et la générosité de cet ordre. Il se contenta d'acquiescer et s'enfuit. Emily, submergée, s'enfonça lentement dans la chaise en velours moelleux. Elle avait l'impression de sombrer dans une autre réalité. Elalana lui sourit, rayonnante d'une joie palpable. Elle tendit la main par-dessus la table et tapota celle d'Emily. « Parle-moi de ta sœur, signa Elalana. » Pendant l'heure qui suivit, une conversation hors du commun s'engagea. Emily, d'abord nerveuse, se sentit bientôt à l'aise pour traduire entre une mère et son fils, qui se rencontraient pour la première fois à bien des égards. Elle leur parla de l'humour espiègle de Sophie, de sa passion pour la peinture, des difficultés financières pour payer une école adaptée à ses besoins. Elle parla de la beauté et de la complexité de la langue des signes américaine, qui n'était pas seulement une langue des mains, mais aussi du visage, du corps et de l'âme. Julian écoutait, fasciné. Il en apprit davantage sur le monde intérieur de sa mère en 1 heure qu'au cours des 10 dernières années. Il apprit qu'elle se sentait comme un fantôme dans sa propre vie, qu'elle détestait la pitié dans les yeux des gens, qu'elle regrettait les débats politiques avec son père et les commérages avec ses amis. Grâce aux interprétations gracieuses d'Emily, la personnalité vibrante et intelligente d'Elalana émergea de sa prison silencieuse. Il se surprit également à observer Emily. Il remarqua la façon dont son front se plissait lorsqu'elle écoutait sa mère avec concentration, la passion qui illuminait ses yeux lorsqu'elle parlait de sa sœur, la dignité tranquille qui émanait d'elle. Elle n'était pas intimidée par sa richesse ou son pouvoir. À cet instant, c'était elle qui contrôlait la situation, elle qui détenait la clé d'un monde dont il avait été exclu. Alors que la soirée touchait à sa fin, Julian savait qu'un simple pourboire extravagant serait une insulte à ce qui venait de se passer. Ce n'était pas un service rendu, c'était un miracle. Il eut une idée, une proposition si audacieuse qu'elle prenait forme dans son esprit alors même qu'il parlait. « Emily, dit-il en se penchant en avant, j'ai une proposition à vous faire. Elle est peu conventionnelle. Elle vous obligerait à quitter cet emploi. » Le cœur d'Emily fit un bond.
Elle pensa à la situation financière précaire de Sophie. Quel genre de proposition, monsieur? Ma mère est la présidente d'honneur du gala de charité annuel de la Fondation Vance. Il aura lieu dans 2 semaines. C'est l'événement social le plus important de son année. Et depuis 5 ans, elle le redoute. C'est une soirée où il faut sourire et hocher la tête tout en se sentant complètement seul. Je voudrais que vous soyez sa compagne personnelle et son interprète pour cet événement. Pas seulement pour l'événement lui-même, mais aussi pendant les 2 semaines qui le précèdent. Les essayages, le déjeuner, la planification. Je veux qu'elle vive pleinement cette expérience avec vous à ses côtés. Il fit une pause, laissant le temps à Emily d'assimiler la portée de sa proposition. Je vous paierai 50 000 $. Emily eut le souffle coupé, 50 000 $. C'était plus que ce qu'elle gagnait en un an. C'était les frais de scolarité de Sophie pour les 3 prochaines années. C'était une bouée de sauvetage si magnifique qu'elle avait du mal à la comprendre. Avant même qu'elle ait pu répondre, Elena, qui avait observé les lèvres de Julian et compris l'essentiel, se tourna vers Emily, les yeux suppliants. « S'il te plaît, dis oui. » Elle signa, les mains tremblantes d'espoir. « S'il te plaît, sois ma voix. » En regardant le visage plein d'espoir de l'élégante femme plus âgée et en pensant à l'avenir que cela pourrait assurer à sa sœur Emily, elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Sa vie, qui était encore une lutte prévisible quelques heures auparavant, était sur le point d'être complètement bouleversée. « Oui, dit-elle d'une voix à peine audible. Je le ferai. » Le lundi suivant, la vie d'Emily passa de la réalité crue des prostituées à la fantaisie éthérée de l'Upper East Side. Une Cadillac Escalade noire, du genre de celle qu'elle n'avait vue que dans les films, vint la chercher à son modeste immeuble, à la grande surprise de ses voisins. Le chauffeur, un homme stoïque nommé Arthur, s'adressa à elle en l'appelant « Mademoiselle Petrova » et lui tendit un café et un croissant provenant d'une boulangerie où une seule pâtisserie coûtait plus cher que ses pourboires quotidiens. Leur destination était la résidence Vance, un penthouse somptueux surplombant Central Park. Lorsqu'Emily sortit de l'ascenseur et pénétra dans le hall d'entrée privée, elle découvrit un monde de marbre poli, de plafonds vertigineux et d'œuvres d'art dignes d'un musée. Une femme à l'allure imposante, coiffée d'un chignon sévère et vêtue d'un uniforme impeccable, se présenta comme Madame Davenport, la gouvernante. Son regard balaya la robe simple et les ballerines usées d'Emily avec une désapprobation à peine dissimulée. « Madame Vance vous attend dans le solarium », dit-elle d'un ton aussi raide que son col. Emily fut conduite à travers de vastes pièces baignées de soleil qui ressemblaient davantage à des galeries d'art qu'à des espaces de vie. C'était magnifique mais stérile, une cage dorée. Elle trouva Elena dans une pièce aux murs de verre remplie d'orchidées, un livre non lu posé sur ses genoux. Lorsqu'elle vit Emily, son visage s'illumina d'une joie sincère et sans réserve qui réchauffa instantanément l'opulence glaciale du penthouse. « Tu es venue », signa Elena en se précipitant pour la saluer. « J'avais peur d'avoir tout rêvé. »« Je suis là », répondit Emily en signant, un sourire illuminant son visage. « Et je suis bien réelle. » Selon l'itinéraire envoyé par Julian, leur première tâche consistait à faire des essayages pour le gala. Emily avait supposé qu'elle accompagnerait Elena dans une boutique de vêtements. Elle n'avait pas imaginé que la boutique viendrait à elle. En moins d'1 heure, une équipe d'Oscar de la Renta arriva, apportant des portants remplis de robes à couper le souffle, scintillantes de satin de soie et de broderies complexes. Tandis qu'Elena essayait robe après robe, elle et Emily discutaient avec animation en langue des signes américaine. Emily décrivait les couleurs et les tissus avec des détails poétiques, ses mains peignant des images de bleu saphir comme l'océan profond et de broderies argentées comme une toile d'araignée recouverte de rosée matinale. Pour la première fois, Elena ne se contentait pas d'être habillée. Elle participait au processus créatif, partageant ses opinions, ses préférences, ses souvenirs. Celle-ci, signa-t-elle en caressant d'une robe en velours émeraude foncé, me rappelle une robe que je portais lors de mon premier anniversaire de mariage avec mon mari. Nous avons dansé toute la nuit sous les étoiles dans le jardin. Alors qu'elles étaient absorbées dans leur monde, Julian Vance fit une apparition inattendue. Il avait libéré son emploi du temple du matin, un geste sans précédent, pour superviser les préparatifs. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, observant la scène sans être remarqué pendant un long moment. Il voyait sa mère,
non pas comme la figure de proue fragile et silencieuse de son entreprise, mais comme une femme pleine de vie, riant, gesticulant tandis qu'elle partageait un souvenir avec Emily. Et il voyait Emily assise sur un petit tabouret, l'air complètement absorbé. Sa présence était un ancrage apaisant dans le monde silencieux de sa mère. Il ressentit une douleur qu'il ne pouvait nommer. C'était un mélange de gratitude et d'une étrange envie inconnue. Emily avait établi avec sa mère un lien qu'il n'avait jamais pu créer. Elle avait libéré une partie d'Elelana qu'il croyait perdue à jamais. Les préparatifs semblent bien avancés, dit-il, révélant enfin sa présence. Emily sursauta légèrement, retrouvant immédiatement son professionnalisme. Monsieur Vance, oui, votre mère a choisi une magnifique robe. Elelana se tourna vers lui. Un sourire radieux illumina son visage et elle fit signe à Emily. Dites-lui que je me sens à nouveau moi-même. Lorsque Emily traduisit ces paroles, une lueur d'émotion traversa le visage stoïque de Julian. C'est bon à entendre, maman, dit-il d'une voix un peu rauque. Mais tout le monde dans l'entourage des Vance n'était pas aussi ravi. Plus tard dans la journée, le cousin de Julian, Marcus Thorne, arriva au penthouse. Marcus était vice-président senior chez Vance Global, un homme au sourire étudié et au regard toujours calculateur. Il s'occupait des activités philanthropiques de la famille, notamment de la Fondation Vance. Il trouva Emily et Elelana dans la bibliothèque, en train de passer en revue la liste des invités du gala. Il salua sa tante d'un baiser sur la joue, puis tourna son regard inquisiteur vers Emily. Alors, c'est vous la faiseuse de miracles? Dit-il d'une voix douce comme de la soie, mais avec une pointe d'ironie. Julian ne cesse de parler de vous. J'aide simplement Madame Vance à préparer le gala, répondit Emily poliment. Bien sûr, dit Marcus, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. C'est une merveilleuse opportunité pour vous. Une véritable histoire de Cendrillon. Les mots étaient flatteurs, mais le ton était teinté d'insinuation, comme s'il était déjà en train d'écrire le récit. Une pauvre fille du Queens, une famille riche et vulnérable, et un trésor au bout de l'arc-en-ciel. Il l'observa pendant le reste de l'après-midi, silencieux, scrutateur. Il vit la complicité naturelle entre Emily et sa tante, l'affection sincère qui commençait déjà à naître, et cela ne lui plut pas. Pendant des années, le silence d'Elelana l'avait rendue passive, une figure de proue qu'il pouvait facilement contrôler. Une Elelana engagée, émancipée et en communication directe avec le monde extérieur était une variable dont il n'avait pas tenu compte. Ce soir-là, Marcus se rendit au bureau de Julian. Elle est très charmante. Il commença à se servir un verre avec désinvolture à partir de la carafe en cristal posée sur le bureau de Julian. Emily est professionnelle et excellente dans son travail. Julian le corrigea, sans lever les yeux de ses papiers. « Oh, j'en suis sûr, ronronna Marcus. Mais ne trouves-tu pas que tout cela va un peu vite? Cette fille sort de nulle part et possède comme par hasard cette compétence rare qui lui permet d'accéder au sein des saints. Nous ne savons rien d'elle, Julian. Pour autant que nous le sachions, cela pourrait être un piège. Elle pourrait être n'importe qui. C'est une serveuse qui aime sa sœur, dit Julian d'une voix ferme. J'ai vu son dossier au restaurant. Elle a 2 emplois depuis 6 ans pour subvenir aux besoins de sa famille. Ou c'est ce qu'elle veut te faire croire. Marcus compta, appuyé contre le bureau. Les histoires larmoyantes sont le plus vieux truc du monde. Une femme aussi belle, aussi posée, ne peut pas être simplement serveuse. Je te dis juste d'être prudent. Tu l'invites à l'événement le plus important de notre famille. L'enjeu est de taille. Julian leva enfin les yeux, le regard froid. Ma mère est heureuse. C'est tout ce qui compte. Mais lorsque Marcus partit, un doute s'était installé dans son esprit. Julian était un homme qui ne faisait confiance à personne, qui avait bâti son empire en anticipant les menaces et en atténuant les risques. Il avait pris cette décision avec son cœur, un organe qu'il consultait rarement dans ses affaires. Les paroles de Marcus, habiles et venimeuses, avaient fait appel à son instinct protecteur le plus profond. Emily Petrover était-elle vraiment un cadeau du ciel? Ou était-elle simplement l'arnaqueuse la plus habile qu'il ait jamais rencontrée? Il repoussa cette pensée, mais elle continua de hanter son esprit comme une ombre sombre. Les 2 semaines qui précédèrent le gala furent un tourbillon d'activités qui sembla durer une éternité à Emily. Elle passait ses journées dans le penthouse des Vance, un monde si éloigné du sien que le retour dans son petit appartement de reine le soir lui donnait une étrange sensation de vertige.
Son lien avec Elena s'approfondissait de jour en jour. Elles n'étaient plus seulement employeurs et employés, elles étaient un ami. Emily apprit qu'Elena avait été une formidable professeure d'histoire à Columbia. Avant sa maladie, c'était une intellectuelle à l'esprit vif qui regrettait plus que tous les débats universitaires. À son tour, Emily partagea des anecdotes sur Sophie, montrant à Elena les peintures abstraites vibrantes que sa sœur avait créées, une forme de communication qui lui était propre. Elena, utilisant Emily comme pont, commença à se réengager dans sa vie. Elle a commencé à passer des appels via un service de relais vidéo avec Emily qui interprétait pour ses vieux amis qu'elle n'avait pas vus depuis des années. Elle a même organisé un petit déjeuner pour les membres du conseil d'administration de la Fondation. Marcus Thorne était présent, avec son sourire toujours aussi poli et hypocrite. Il observait chacun des gestes d'Emily, son regard scrutateur pesant lourdement dans la pièce. Pendant le déjeuner, Elena, avec l'aide d'Emily, a évoqué une œuvre caritative en particulier. La Fondation soutenait une école sous-financée pour enfants sourds dans le Bronx. Marcus a-t-elle signé d'un geste net et direct. J'ai examiné les rapports trimestriels. Notre don au Bronx Aiology Center était nettement inférieur à celui que nous avions promis l'année dernière. Pourquoi? Marcus a été momentanément déconcerté. Ah, tante Elena, nous avons dû réaffecter certains fonds à une campagne de financement plus urgente, une nouvelle aile pour le musée d'art. Il s'agissait d'un simple ajustement budgétaire. L'éducation des enfants n'est pas un ajustement. Elena riposta avec une lueur dans les yeux qu'Emily n'avait jamais vue auparavant. C'est une priorité. Je veux voir le détail complet des finances. Le sourire de Marcus se crispa. Bien sûr, je vais demander à mon assistant de vous l'envoyer, mais il lança un regard à Emily, un éclair de pure haine qui disparut aussi vite qu'il était apparu. À ses yeux, c'était sa faute. Elle avait donné une voix à sa tante passive, et maintenant elle posait des questions gênantes. Julian, quant à lui, se surprit à inventer des excuses pour être plus souvent à l'appartement terrasse. Il travaillait à domicile, installé dans son bureau, la porte ouverte, écoutant le son lointain et imaginaire de leurs conversations silencieuses. Il voyait le profond changement qui s'était opéré chez sa mère. Elle n'était plus un fantôme hantant les couloirs de sa propre maison. Elle en était la reine renaissante, et tout cela grâce à Emily. Son admiration pour elle grandissait, mais le doute semé par Marcus grandissait également. Il ne parvenait pas à concilier la femme chaleureuse et authentique qui traitait sa mère avec tant de tendresse, avec l'opportuniste calculatrice décrite par Marcus. Pourtant, les avertissements de son cousin résonnaient dans son esprit. Il était Julian Vance. Toute sa vie, des gens avaient essayé de s'emparer de la fortune de sa famille. Pourquoi Emily serait-elle différente? Un après-midi, il trouva Emily seule dans la bibliothèque, en train de dessiner dans un cahier. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, sa voix la faisant sursauter. Elle referma rapidement le cahier. Rien, juste des gribouillages. Il s'approcha. Sa curiosité était à son comble. « Laisse-moi voir. » Elle l'ouvrit avec hésitation. La page était remplie d'un croquis étonnamment détaillé d'une orchidée du salarium. C'était un travail de qualité professionnelle. « C'est plus que des gribouillages, » dit-il, sincèrement impressionné. « C'est un vrai talent. » Emily rougit. « Je voulais être illustratrice botanique. J'ai obtenu une bourse pour Pratt. Mais la vie en a décidé autrement. » Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Il savait que la vie signifiait la mort de son père, les dettes qui s'ensuivirent et sa responsabilité écrasante envers Sophie. Ils restèrent silencieux un moment, l'espace entre eux chargé d'une intimité tacite. Il voyait une autre facette d'elle, un autre rêve abandonné, sacrifié pour sa famille. « Vous êtes une femme remarquable, Emily, » dit-il d'une voix basse. Le compliment resta suspendu dans l'air, chaleureux et sincère, et cela la terrifia. Elle commençait à voir au-delà du mania milliardaire, à voir l'homme derrière le fils solitaire qui aimait passionnément sa mère, mais ne savait pas comment l'atteindre. Elle commençait à ressentir quelque chose pour lui, un dangereux et impossible élan d'attirance. C'était un travail, se rappela-t-elle avec acharnement, un travail temporaire et bien rémunéré. S'impliquer émotionnellement serait une erreur catastrophique. « Je devrais aller voir votre mère, » dit-elle en s'éloignant et en quittant la bibliothèque, le cœur battant à tout rompre. La veille du gala, la dernière pièce du puzzle arriva dans un coffret en velours de la joaillerie Cartier,
À l'intérieur se trouvait un collier en diamant à couper le souffle. Une note de Julian disait « Un merci ne suffit pas. Portez-le demain, s'il vous plaît. » Jay Emily le regarda, horrifié. Le collier valait probablement plus que son immeuble. Cela ressemblait moins à un cadeau qu'à une marque la désignant comme sa propriété. C'était le fantasme de la jolie femme, et cela la mettait profondément mal à l'aise. Elle n'était ni un projet ni un achat. Au même moment, un détective privé engagé par Marcus Thorne livrait un dossier à son bureau. Il contenait tout ce qu'il y avait à savoir sur Emily Petrova, la ruine financière de sa famille après le suicide de son père, un joueur invétéré, la montagne de dettes qu'il avait laissée derrière lui, la saisie de leur maison familiale, les multiples prêts à taux d'intérêt élevés qu'Emily avait contractés pour que Sophie puisse continuer à fréquenter son école. Marcus sourit. Il ne voyait pas là une histoire de lutte et de sacrifice. Il voyait un récit qu'il pouvait déformer. Pour un cynique comme Julian, ce n'était pas une histoire de résilience. C'était le portrait d'un désespoir absolu. Une femme aussi désespérée ferait n'importe quoi pour gagner 50 000 et avoir la chance de remporter un prix bien plus important. Il prit son téléphone et appela son cousin. « Julian, dit-il d'une voix grave, il faut qu'on parle. J'ai des informations sur Emily Petrova et tu ne vas pas les aimer. » Le gala de la Fondation Vance se tenait à la Bibliothèque publique de New York. Ces salles sacrées se sont transformées en un pays des merveilles célestes. Des étoiles de cristal suspendues au plafond voûté projetaient une lueur douce et éthérée sur les personnalités les plus puissantes et les plus influentes de la ville. Le thème était de donner une voix aux sans-voix, une cause qui, pour la première fois, semblait profondément personnelle à la famille Vance. Emily avait l'impression de marcher dans un rêve. Elle portait la robe émeraude Oscar de la Renta, qui lui allait comme si elle avait été tissée par magie. Après un long débat intérieur, elle avait décidé de porter le collier de diamant de Julian. Le refuser aurait semblé ingrat et aurait causé une scène embarrassante, mais lorsqu'il reposait sur sa peau, frais et lourd, il ressemblait à une magnifique laisse. À ses côtés, Eleanor Vance était la star incontestée de la soirée. Elle était rayonnante. Avec Emily comme interprète parfaite, elle se déplaçait dans la foule non pas comme une observatrice silencieuse, mais comme une présence imposante. Elle s'engagea dans un débat animé avec un sénateur, partagea un éclat de rire avec une actrice célèbre et eut une longue conversation sincère avec les parents d'un enfant sourd que la Fondation avait récemment aidé. Les personnes qui n'avaient jamais offert à Elena que des sourires polis et compatissants la voyaient désormais telle qu'elle était, brillante, spirituelle et formidable. Julien observait la scène de loin, un verre de whisky à la main, le visage impassible. Il avait reçu les informations de Marcus ce matin-là. Il avait lu les faits accablants qui révélaient la situation financière désespérée d'Emily. Chaque mot du rapport du détective privé confirmait ses pires craintes, dressant le portrait d'une femme acculée, capable de tout. Les murmures venimeux de Marcus. « Elle se joue de toi, Julian, elle se joue de nous tous », résonnaient dans sa tête depuis le matin. Pourtant, en la regardant maintenant, il ne voyait aucune trace d'une escroque. Il voyait de la grâce, de l'empathie et une intelligence féroce. Il la voyait poser une main rassurante sur le bras de sa mère avant d'une conversation difficile. Il voyait ses yeux s'illuminer lorsqu'elle traduisait une histoire drôle. Il voyait le lien sincère et naturel entre les deux femmes. Sa tête et son cœur étaient en guerre. Un conflit silencieux et brutal faisait rage en lui, au milieu du glamour et du champagne. Il finit par s'approcher d'elle, son masque public de sang-froid bien en place. « Maman, tu es la reine du bal », dit-il en l'embrassant sur la joue. Elena rayonna et fit signe à Emily. « Dis-lui que c'est parce que j'ai retrouvé ma voix. Grâce à toi. » Quand Emily transmit le message, elle regarda Julian et pendant une fraction de seconde, leurs yeux se rencontrèrent. Dans le sien, elle vit une lueur de la chaleur qu'il avait eue dans la bibliothèque, mais celle-ci s'éteignit rapidement, remplacée par une tempête froide et lointaine. Quelque chose n'allait pas. Plus tard, alors que l'orchestre commençait à jouer, Julian fit quelque chose qui provoqua une vague de murmures dans la salle. Il se dirigea directement vers Emily. « M'accorderiez-vous cette danse ?» demanda-t-il d'une voix grave et autoritaire. Emily était stupéfaite, mais elle ne pouvait pas refuser. Il la conduisit au centre de la piste. Lorsqu'il posa une main sur sa taille et prit son autre main dans la sienne, un courant électrique passa entre eux.
Pour un homme qui semblait si froid, son toucher était chaud et ferme. Ils se déplacèrent ensemble dans un silence différent de celui qu'elle partageait avec Elena. C'était un silence tendu, lourd, rempli de mots non dits. Vous avez fait un travail incroyable ce soir, dit-il d'une voix neutre, dépourvue de l'émotion à laquelle elle s'attendait. Ma mère n'a jamais été aussi heureuse. C'est une personne facile à vivre, répondit Emily doucement. Elle avait juste besoin qu'on l'écoute. Et vous lui avez donné cette chance, dit-il. Ils firent tournoyer les diamants à son cou qui reflétaient la lumière. Il regarda le collier et son expression se durcit. Il te va à merveille. C'est un cadeau extravagant, Monsieur Vance. Je suis un homme extravagant, répondit-il. Je paye toujours pour la valeur. Ces mots la frappèrent comme une gifle. Payer pour la valeur. Il parlait d'elle comme si elle était une marchandise, un service qu'il avait acheté. La magie de la soirée commença à s'évanouir. Ce n'était pas un conte de fées, c'était une transaction. À la fin de la danse, Marcus s'approcha d'eux, une lueur triomphante dans les yeux. Julien, un mot. C'est à propos des comptes de la Fondation. Il jeta un coup d'œil à Emily. Une affaire interne. Julien acquiesça. Emily, pourriez-vous vous assurer que ma mère a tout ce dont elle a besoin? C'était un renvoi. Une ligne claire et froide se dessina entre eux. Elle était une employée, il était le patron. Le lien bref et fragile qui les unissait venait d'être rompu. Le cœur serré, Emily retourna auprès de Elena. Mais alors qu'elle regardait Julian s'éloigner avec Marcus, elle vit Marcus lui remettre un épais dossier. Et lorsque Julian l'ouvrit, elle vit son visage s'assombrir, sa mâchoire se crisper si fort qu'un muscle se contracta. Il leva les yeux du dossier et la regarda, et ses yeux n'étaient plus orageux. Ils étaient glacés comme la toundra. À ce moment-là, Emily comprit que Marcus avait fait quelque chose. Il avait pris sa vie, ses luttes, ses désespoirs, et les avait transformés en armes. Et cette arme était maintenant pointée directement sur son cœur. Le gala se termina dans une rafale de baisers aériens et de promesses de rester en contact. Emily raccompagna Elena, fatiguée mais profondément heureuse, à son appartement terrasse. La femme plus âgée la serra fort dans ses bras avant de se retirer pour la nuit, les yeux brillants de gratitude. « Merci, ma chère », signa-t-elle en touchant doucement le bras d'Emily. « Ce soir, je n'étais pas invisible. » Ces mots auraient dû remplir Emily de fierté, mais au contraire, ils recouvrirent son cœur d'une couche d'angoisse. Elle savait ce qui allait arriver. Au moment où la porte de la suite d'Elena se referma, la voix de Julien rompit le silence du grand salon. « Dans mon bureau maintenant. » Elle était froide, tranchante et dépourvue de toute chaleur. L'employeur amical, le fils intrigué, l'homme avec lequel elle avait dansé, tous avaient disparu. À leur place se tenait le PDG impitoyable de Vance Global. Emily le suivit dans un bureau caverneux tapissé de bois sombre et de livres reliés en cuir. Les lumières de la ville scintillaient à travers les baies vitrées, mais à l'intérieur, l'atmosphère était glaciale. Julien ne s'assit pas derrière son immense bureau. Il se tenait au centre de la pièce, se tournant vers elle, le dossier que Marcus lui avait remis fermement serré dans sa main. « 50 000 $, commença-t-il d'une voix dangereusement calme. Pour vous, cela doit sembler une fortune, suffisante pour résoudre un grand nombre de problèmes. » Emily sentit son sang se glacer. « Monsieur Vance, je ne comprends pas. »« Oh, je pense que si. » Il ricana en jetant le dossier sur la surface polie de son bureau. Il s'ouvrit, révélant des photos de son immeuble délabré, des copies de contrats de prêt à son nom, un rapport détaillé sur les dettes écrasantes de sa famille. Je comprends parfaitement maintenant. Marcus avait raison de se méfier. J'ai été stupide de l'ignorer. Il se mit à faire les 100 pas comme un tigre en cage. Voyons si j'ai bien compris l'histoire. Une jeune femme, belle et intelligente, croulant sous les dettes, abandonnée par son père joueur. Elle est désespérée. Elle occupe des emplois sans avenir, arrivant à peine à garder la tête hors de l'eau, puis un jour, la poule aux œufs d'or entre dans son restaurant, un milliardaire reclus et sa mère sourde. Quelle chance! Chaque mot était une flèche empoisonnée. Emily était figée, le visage pâle, sa magnifique robe émeraude lui donnant soudain l'impression d'être un costume de bouffonne. « Ce n'était pas comme ça, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « J'ai vu que votre mère était seule. Je voulais juste l'aider. » « L'aider ?» Il eut un petit rire amer. « Vous avez vu une opportunité. Tu as parfaitement joué ton rôle. La serveuse attentionnée et empathique.
Tu savais que t'approcher de ma mère était le moyen le plus rapide de t'approcher de moi. Tu as profité de sa solitude. Tu as profité de ma culpabilité. Il s'approcha, ses yeux orageux plongés dans les siens. Les histoires sur ta sœur, les croquis, la fausse surprise devant les vêtements, les bijoux. C'était une performance magistrale. Dis-moi, Emily, quel était ton but final? Espérais-tu que je te garde définitivement, que je t'épouse? Pensais-tu pouvoir signer ton entrée dans la fortune, née de la famille Vance? La cruauté de ces accusations lui coupa le souffle. Il avait pris chaque moment sincère qu'ils avaient partagé, chaque fragment de sa vie qu'elle avait révélé avec hésitation, et les avait transformés en quelque chose de laid et de manipulateur. Il ne la licenciait pas simplement. Il assassinait sa personnalité. Des larmes de colère et de douleur lui piquaient les yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Elle releva le menton, son regard devenant aussi dur que le sien. Vous pensez que parce que vous avez de l'argent, tous ceux qui n'en ont pas sont forcément des voleurs qui complotent pour vous le prendre? Dit-elle d'une voix tremblante mais claire. Vous ne pouvez pas imaginer qu'une personne puisse agir par simple gentillesse humaine, car ce n'est pas une monnaie que vous comprenez. Vous faites des transactions, Monsieur Vance, alors faisons-en une. Elle leva la main et, du bout des doigts tremblants, détacha le collier en diamant quartier. Son poids disparut de sa peau. Elle se dirigea vers le bureau et le posa délicatement sur le dossier accablant. « Ceci est à vous, » dit-elle d'une voix plus assurée. « Quant aux 50 000 $, vous pouvez les garder. J'ai fait mon travail. J'ai donné une voix à votre mère pendant 2 semaines. Mais je ne serai pas payé pour avoir été accusé d'être un monstre. Ma dignité n'est pas à vendre. » Elle se retourna et se dirigea vers la porte, le dos droit, le cœur brisé en 1000 morceaux. « Mon chauffeur vous ramènera chez vous. » Julien l'appela, la voix toujours rigide, mais avec une lueur d'incertitude qui traversait désormais son visage. Sa réaction n'était pas celle à laquelle il s'attendait. Il avait anticipé des larmes, des dénégations, des supplications, pas cette fureur froide et fière. Emily s'arrêta à la porte, mais ne se retourna pas. « Ne vous donnez pas cette peine, dit-elle d'une voix qui tranchait avec la tension ambiante. Je sais trouver moi-même la sortie de cette cage dorée. » Elle quitta le penthouse, laissant Julian Vance seul dans son bureau silencieux, le collier étincelant gisant comme un objet inanimé sur un tas de mensonges soigneusement élaborés. Il avait protégé sa forteresse, mais il ne pouvait se défaire du sentiment d'avoir chassé sa seule lueur d'espoir. Le silence qui s'abattit sur le penthouse des Vance dans les jours qui suivirent le départ d'Emily était plus lourd et plus profond que jamais. Julien avait obtenu ce qu'il voulait. La menace potentielle était neutralisée. La forteresse était sécurisée. Pourtant, il n'y avait pas de victoire. Seulement un vide creux et résonnant. La première fissure dans sa certitude vint de sa mère. Le lendemain du gala, elle l'amena sortie de sa suite, le visage radieux, et chercha immédiatement Emily. Lorsque Julian lui expliqua, à l'aide d'une lecture labiale maladroite et de notes écrites, que le contrat d'Emily était terminé et qu'elle ne reviendrait pas, la lumière dans les yeux de sa mère s'éteignit. Elle le fixa du regard, son expression passant de la confusion à l'incrédulité, puis à une colère froide et inhabituelle. Elle prit un bloc-notes et écrivit d'une écriture vive et furieuse. « Tu l'as renvoyé, la première personne qui m'ait vue depuis 10 ans, et tu l'as chassé. Qu'as-tu fait, Julien? » C'était pour le mieux. Maman, la situation était compliquée. Elle n'accepta pas son explication vague. Pour la première fois depuis des années, elle l'amena riposta. Elle le refusa de quitter sa suite. Elle annula ses rendez-vous. La femme dynamique et engagée du gala s'est une fois de plus retirée derrière son mur de silence, mais cette fois-ci, c'était mécanique. Ce n'était pas une prison imposée par les circonstances. C'était une arme dirigée directement contre son fils. Son silence n'était plus solitaire. Il était accusateur. La détermination de Julien a commencé à s'effriter sous son poids. Il a relu le rapport du détective privé. En apparence, c'était un portrait accablant de désespoir. Mais les derniers mots d'Emily le hantaient. Vous ne pouvez pas imaginer qu'une personne puisse agir par simple bonté humaine. Sa fierté, son refus de l'argent, la rage brute et blessée dans ses yeux. Cela ne correspondait pas aux actions d'une chercheuse d'or calculatrice. Une escroque aurait pleuré, négocié, se serait battue pour l'argent. Emily s'était simplement éloignée,
emportant avec elle sa dignité. Poussé par un malaise agaçant, Julian fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il se rendit dans le Queens. Il n'a pas envoyé de chauffeur ni d'enquêteur. Il a conduit lui-même sa Mercedes, qui semblait ridiculement déplacée dans la rue où vivait Emily. Il ne s'est pas rendu à sa porte. Il est allé à la petite boulangerie du coin, celle où son chauffeur lui avait acheté un cason. Il a parlé à la vieille femme derrière le comptoir. Je cherche des informations sur une résidente d'ici, Emily Petrova. La femme plissa les yeux d'un air méfiant. Qui la demande? Un ancien employeur, répondit Julian. Son expression s'adoucit. Emily, une fille libyenne, une travailleuse acharnée, un lourd fardeau sur de si jeunes épaules. Autour d'une tasse de café, elle lui raconta la véritable histoire. Elle lui raconta comment Emily avait soigné sa propre mère pendant une longue maladie. Elle lui raconta comment Emily donnait gratuitement des cours particuliers aux enfants du quartier. Elle lui raconta comment, après la mort de son père, Emily avait vendu tous ses biens de valeur, non pas pour rembourser ses dettes de jeu, mais pour permettre à sa petite sœur de continuer à fréquenter l'école spécialisée qui était tout son univers. Cette fille a un cœur en or, conclut le boulanger, même si ses poches sont vides. Cette histoire contrastait fortement avec le récit que Marcus avait inventé. Ce n'était pas le désespoir qui avait conduit à la tromperie. C'était le sacrifice né de l'amour. Bouleversé, Julien retourna à son bureau, l'esprit en ébullition. Pourquoi Marcus était-il allé aussi loin, engageant un détective privé, déformant les faits pour discréditer Emily? La réponse lui vint avec la force glaçante d'une révélation. La question de l'ananas lors du déjeuner. Les Bronx Biology Center. Il contourna complètement Marcus et s'adressa directement au directeur financier de la Fondation Vance. Je veux un audit complet et non expurgé de toutes les distributions caritatives gérées par Marcus Thorne au cours des 5 dernières années, ordonna-t-il, et je le veux avant demain matin. Les résultats furent catastrophiques. Il s'agissait d'une fraude lente et systématique. Pendant des années, Marcus avait détourné de l'argent de la Fondation. Il approuvait d'importantes subventions à des organisations caritatives légitimes, mais une partie des fonds était détournée vers ses propres comptes offshore via une série de sociétés écrans. Les organisations caritatives qu'il ciblait étaient toujours les plus petites, les plus démunies, comme les associations scolaires du Bronx, qui n'avaient ni le pouvoir ni les ressources nécessaires pour remettre en question un déficit provenant d'un bienfaiteur comme la Fondation Vance. Le mobile est soudain devenu terriblement clair. Marcus avait besoin qu'Elena reste une figure de proue silencieuse et passive qui se contentait de signer ce qu'on lui présentait. En redonnant sa voix à Elena, Emily était devenue la plus grande menace pour toute son entreprise criminelle. Quand Elena a commencé à poser des questions sur l'école du Bronx, Marcus a paniqué. Il devait discréditer Emily pour l'écarter de l'équation et la faire passer pour la méchante. Ainsi, Julian la chasserait et le problème serait résolu. La trahison était stupéfiante. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Marcus, son propre fils, avait activement œuvré pour maintenir sa tante isolée et impuissante afin d'en tirer un profit financier. Il avait utilisé l'amour de Julien pour sa mère contre lui. Julien était assis seul dans son bureau, accablé par le poids de ses actes. Il avait été tellement aveuglé par son propre cynisme et les mensonges de Marcus qu'il était devenu un monstre. Il avait accusé une femme innocente, l'avait humiliée et lui avait brisé le cœur. Et ce faisant, il avait également brisé le cœur de sa mère. Des excuses ne suffisaient pas. Les mots n'avaient aucun sens. Il savait avec certitude qu'il devait mériter son pardon. Et cela nécessiterait un geste aussi grand et sincère que le mal qu'il avait causé. 2 semaines plus tard, Emily faisait du bénévolat à l'école de Sophie, le Bronx Biology Center. C'était son sanctuaire, le seul endroit où la douleur dans son cœur s'apaisait. Entourée de l'énergie vibrante et silencieuse des enfants, elle se rappelait ce qui comptait vraiment. Elle avait repris son travail de serveuse à Lethal Guard, une décision qui lui inspirait à la fois humilité et force. À sa grande surprise, M. Davies l'avait accueillie avec un respect nouveau. L'histoire de sa discrète rébellion avait circulé parmi le personnel, faisant d'elle une petite légende. L'école était en effervescence. Un mystérieux bienfaiteur anonyme avait fait un don considérable, le plus important de l'histoire de l'établissement. Il était suffisant non seulement pour effacer ses dettes, mais aussi pour financer la construction d'une toute nouvelle aile dédiée aux arts et à la technologie. Aujourd'hui avait lieu l'assemblée officielle pour l'annonce.
Alors qu'Emily aidait à disposer les chaises dans le gymnase, une Cadillac Escalade noire familière s'est arrêtée devant l'entrée. Son cœur s'est arrêté. Julian Vance en est sorti. Il ne portait pas son habituel costume chic, mais un simple pull et un pantalon sombre. Il avait l'air fatigué, humble et profondément déplacé. Il ne s'approcha pas immédiatement d'elle. Il se dirigea plutôt vers la directrice de l'école, Madame Albright, et lui parla pendant plusieurs minutes. Madame Albright écarquilla les yeux et regarda tour à tour Julian et Emily, l'air de comprendre, soudainement. Puis Julian s'est dirigé vers elle. Les enfants qui jouaient à la proximité se sont tous observant cet homme grand et imposant s'approcher de leur bénévole. Et Emily est restée sur place, les bras croisés, le visage impassible, même si son cœur battait à toute rompre dans sa poitrine. Emily, a-t-il commencé d'une voix basse, je sais que je n'ai pas le droit d'être ici. Je sais que mes excuses ne sont que des mots, et que les mots ne suffisent pas à réparer ce que j'ai brisé. Il fit une pause, puis fit quelque chose qui la bouleversa profondément. Il leva les mains, ses mouvements hésitants et maladroits, mais empreintes d'une sincérité désespérée. Il se mit à signer. J'ai eu tort. Il signait lentement, le front plissé par la concentration. Il était évident qu'il s'était entraîné à mémoriser les mouvements. J'ai fait du mal à toi et à ma mère. Je suis vraiment désolé. Emily le fixait, sa colère se mêlant à une vague d'étonnement. Cet homme, ce titan de l'industrie qui dirigeait des conseils d'administration et bâtissait des empires, s'était humilié pour apprendre sa langue, non pas pour sa mère, mais pour elle, afin de s'excuser de la manière la plus sincère qui soit. Il n'avait pas fini. L'homme que tu as rencontré, dit-il en repassant à la parole, était un cynique qui avait appris à voir des menaces dans chaque ombre. Tu lui as montré ce qu'était la gentillesse, mais il était trop aveugle pour le voir. Marcus, il nous a tous trahis. Il volait la fondation d'école comme celle-ci. Il s'est servi de ton passé pour isoler ma mère et protéger ses mensonges. On s'est occupé de lui. Il ne fera plus jamais de mal à personne. Il s'est approché d'un pas. Mais ses actions n'excusent pas les miennes. J'ai fait un choix. J'ai choisi de croire au pire en toi parce que c'était plus facile que de croire au meilleur. Et c'était mon erreur, pas la tienne. Mademoiselle Albright est montée sur le podium de la petite scène. Étudiant, professeur, a-t-elle annoncé d'une voix rayonnante. Je suis honoré de vous présenter l'homme responsable de notre nouveau départ. Le bienfaiteur qui a non seulement financé notre nouvelle aile, mais qui a également créé la bourse Sophie Petrova pour les arts des sourds, une bourse permanente qui permettra à nos étudiants de réaliser leurs rêves. Veuillez accueillir M. Julian Vance. Emily tourna brusquement la tête vers lui. Ya, mamovi. Les yeux écarquillés d'incrédulité. La bourse, Sophie Petrova. Il ne s'était pas contenté de jeter de l'argent sur le problème. Il l'avait vu. Il avait écouté tout ce qu'elle lui avait dit sur sa sœur, sur ses propres rêves perdus, et il les avait honorés de la manière la plus publique et la plus permanente qui soit. Des larmes finirent par monter à ses yeux, mais cette fois, elles n'étaient pas dues à Hammer ou à la colère. Julian la regarda, les yeux remplis d'une vulnérabilité brute et suppliante. Je ne peux pas retirer l'accusation, Emily, mais je peux passer le reste de ma vie à essayer de construire quelque chose de mieux à partir des décombres. Ma mère regrette son ami, et moi, je regrette la femme qui m'a appris que les choses les plus puissantes au monde se disent sans un seul mot. Il tendit la main, non pas pour une poignée de main, mais comme un geste ouvert et plein d'espoir. La Fondation Vance a besoin d'un nouveau directeur pour ses programmes d'aide aux sourds et malentendants. Quelqu'un qui fasse preuve d'intégrité, de passion et d'une réelle compréhension de la communauté. Quelqu'un qui sait comment entretenir un jardin silencieux et faire pousser de belles choses. Le monde autour d'eux semblait s'estomper. Il ne s'agissait plus d'un milliardaire et d'une serveuse. Il s'agissait de deux personnes qui avaient vu le pire et le meilleur l'une chez l'autre. Il s'agissait d'une seconde chance, non seulement pour le pardon, mais aussi pour un nouveau départ. Lentement, un petit sourire timide apparut sur les lèvres d'Emily. Elle regarda les visages pleins d'espoir des enfants, la promesse de la nouvelle aile nommée en l'honneur de sa sœur, et l'homme qui avait détruit son monde et qui essayait maintenant de le reconstruire pour le rendre meilleur qu'avant. Elle ne prit pas la main qu'il lui tendait. Au lieu de cela, elle leva la sienne. « Mettons-nous au travail », signa-t-elle. En fin de compte, il ne s'agissait pas d'argent ou de glamour. Il s'agissait du pouvoir de voir le monde d'une autre personne et d'oser y entrer.
Emily n'a pas seulement trouvé un emploi ou l'amour. Elle a déclenché une révolution de gentillesse qui a mis au jour la corruption et guéri une famille. Son histoire nous rappelle que la plus grande force réside souvent dans les gestes les plus discrets et que la véritable communication vient du cœur, pas de la voix. Elle prouve que l'empathie d'une seule personne peut vraiment changer le monde. Si cette histoire vous a touché et vous a rappelé le pouvoir de la compréhension, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre une histoire d'espoir et de résilience. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine incroyable histoire vraie. Quel a été votre moment préféré? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.